Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Nous poursuivons aujourd'hui nos balados Les Exportateurs Étoiles et j'ai la chance de rencontrer le récipiendaire dans la croissance à l'international, Martin Lefebvre de l'entreprise Sac Frontenac, une entreprise située dans la région de la Mauricie. Nous allons discuter de sa belle entreprise qui connaît une forte croissance depuis l'arrivée, en fait, des normes gouvernementales pour diminuer les sacs en plastique. Donc, Martin essaie de répondre à la demande et nous avons eu un échange très intéressant sur ces enjeux et les marchés desservis par son entreprise. Mais avant tout, j'aimerais m'entretenir avec Emmanuel Lemaire de chez Desjardins, qui est notre partenaire aux Exportateurs Étoiles. Emmanuel, quels sont tes bons conseils pour les entreprises qui connaissent une forte croissance? Mon conseil pour une entreprise qui vit une importante croissance internationale, je dirais que c'est de bien s'entourer et d'en discuter ouvertement avec ses partenaires, leur PEX régional, les organismes gouvernementaux, comptables, avocats, fiscalistes, mais également son institution financière. Parce qu'en adressant ces enjeux de croissance tôt, donne le temps à un entrepreneur de bien démystifier les solutions d'affaires, les programmes, les instruments financiers qui sont à sa disposition et dont il aura besoin pour supporter cette belle croissance. Les enjeux financiers et les services bancaires dont vous avez besoin ne sont pas les mêmes quand vous vivez avec 15% de votre chiffre d'affaires à l'exportation que quand vous vous retrouvez avec un volume de 85% de votre chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir, revisiter, re-questionner la structure que vous avez en place. Vous aurez besoin de liquidité, vous aurez besoin de faire le choix des bons instruments financiers, des bons instruments de paiement pour vous protéger contre des défauts de paiement de vos clients. Vous aurez besoin aussi d'utiliser des bonnes stratégies de protection contre les fluctuations de taux de change pour bien protéger votre marge de profit. Alors, bien s'entourer et adresser ces enjeux tôt. Ce seraient mes conseils. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Martin Lefebvre de Sac Frontenac. Comment ça va, Martin? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente qu'on se parle aujourd'hui. Ton Oui, entreprise, Sac Frontenac, a remporté le prix dans le cadre des exportateurs étoiles comme oui, croissance à l'international. On va en oui, parler. absolument. Mais en premier lieu, j'aimerais ça apprendre à te connaître un peu. Toi, tu viens du Cap-de-la-Madeleine, hein? C'est ça que tu me disais? Oui, je suis originaire du Cap-de-la-Madeleine, né au Cap-de-la-Madeleine, fait des études à Trois-Rivières, j'ai fait des études à Montréal, je me suis promené un petit peu après, travaillé à Montréal. Je suis allé même faire un petit tour à Vancouver, voir ce qui se passait là-bas. J'ai fait quelques années en hôtellerie et puis j'ai toujours eu un pied dans l'entreprise, jamais à 100%. Et puis quand j'ai décidé, j'avais un restaurant à l'époque, quand j'ai décidé de vendre mon restaurant, j'ai sauté à pieds joints. Là, mon père, qui est le fondateur, voulait se retirer tranquillement pas vite. Moi et ma sœur, qui est mon associé présentement, on a sauté à pieds joints et on a pris le lead de l'entreprise. Ça fait combien d'années là, que toi et ta sœur, vous êtes à la tête de l'entreprise? Lina Lefebvre, qui est mon associée, elle est là depuis les tout débuts. Là. Elle, ça fait, tu vois, on va fêter bientôt nos 40 ans. Tu sais, Lina, ça doit faire trentaine d'années qu'elle travaille au sein de l'entreprise. Moi j'ai attendu de me retirer de l'hôtellerie, de faire mon restaurant. Fait que moi, ça fait, à temps plein, là, ça fait, je te dirais, 5-6 ans. Comment ça fonctionne dans l'entreprise? Là? Parce que c'est une entreprise familiale. J'imagine que vous vous séparez les tâches. Toi, tu Oui. t'occupes de quoi? Ben moi, je m'occupe de quoi? Je suis un peu le maître d'orchestre. Tu sais, je suis beaucoup aux ventes, au développement. C'est moi qui suis occupé de l'implantation de notre investissement, de la nouvelle usine dans le parc industriel à Trois-Rivières, notre nouvelle usine. Tu sais, je suis partout un petit peu. Tu sais, ça grossit tranquillement, pas vite, ça Frontenac. Et puis, mais principalement, tu sais, je te dirais que je suis un peu le maître d'orchestre. Je fais le lien avec tous les départements. Puis majeure partie de ma journée, je règle des problèmes. Oui, comme la plupart des entrepreneurs. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, là, tu sais, je règle des problèmes, mais tu sais, j'aime beaucoup le développement, j'aime beaucoup les ventes, et puis je suis pas mal là-dedans. Là.
ça l'occupe ma journée. Parlons un peu de l'entreprise. Le Sac Frontenac, c'est des sacs en papier? Oui, en fait, on est spécialisé dans des produits d'emballage alimentaire. Pas seulement alimentaire, mais des produits d'emballage de papier général, mais on est plus spécialisé dans les produits d'emballage alimentaire et encore plus spécialisé dans des sacs de papier. Donc, si tu vois un sac de papier, tu vas au dépanneur, à l'épicerie, même dans des boutiques de linge et trucs comme ça, ben, il y a une forte chance que ce soit un produit de sac Frontenac. Fait qu'allant d'un simple sac pour mettre des bonbons dedans, là, c'est l'Halloween. J'ai des demandes. Il y a gros des employés qui nous demandent hey, je peux-tu prendre des sacs, je vais mettre mes bonbons là-dedans. Avant ça, je mettais ça dans un petit sac en plastique. Tu sais, allant de ton sac à l'épicerie, quand le fameux sac qui revient, tu sais, qui était populaire dans les années 80-90 qui revient, allant dans des sacs plus spécialisés, si tu vas dans une boutique de linge puis ils mettent ton morceau de linge dans un sac avec une poignée, ben, tout ça. Vous avez plusieurs usines, je crois? On a 3 usines. On a 2 usines au Cap-de-la-Madeleine. La première usine, celle qui existe depuis toujours, elle, on produit seulement que des sacs en papier là-bas. On a une autre usine dans le même secteur que notre usine au Cap-de-la-Madeleine. Là, on fait des produits plus industriels. On fait des plus petits, des petits rouleaux, ça s'appelle des rouleaux de comptoir, des rouleaux en papier brun. Il y en a qui font du packaging avec ça pour mettre dans des boîtes. Là. Surtout, c'est devenu encore plus populaire avec le e-commerce. Là. Donc, si tu reçois quelque chose d'Amazon ou quelqu'un de Post Canada, puis c'est bourré de papier, ben, il y a de fortes chances que ce soit nous autres. Qu'est-ce qu'on fait aussi à cette usine-là, plus industrielle? On fait des feuilles aussi. Si tu vas chez Dollarama et puis ils t'enveloppent de la vaisselle avec une feuille de papier journal, et puis c'est un produit qu'on fait aussi. Et on a la 3e usine, celle que je suis présentement, qui est notre dernier investissement, notre dernière usine. Là, ici, ben, on fait de tout ça. On fait des produits plus spécialisés, des sacs à poignée. Oui, on fait des sacs à fond carré normal, puis on fait aussi de la mise en feuille et des rouleaux. La conversion de papier qu'on appelle. Là, vous avez gagné le prix Croissance à l'international. Oui. Ça veut dire que ça va quand même très bien. Là, oui, ma première question, c'est comment ça? Là, il ne semble pas avoir de compétition de la Chine pour vous. Est-ce qu'elle est là ou pas? Oui, il y a de la compétition, il y en a partout. On en a au Québec, on en a au Canada, on en a aux États-Unis, on en a effectivement en Chine. C'est sûr que ça a beaucoup changé dans la dernière année avec la Chine. Avec l'explosion, puis on va le voir partout. Là, je vois des articles sur mon fil de nouvelles Facebook. Là, dépêchez-vous à acheter vos cadeaux de Noël à cause des containers de la Chine. Là, il va y avoir des pénuries, puis les prix vont exploser. C'est vrai parce que le prix, les gens qui importaient de la marchandise d'Asie, des sacs en papier, le prix des containers est passé de 5 000 $ à 25 000 $. Fait que ça a explosé là, de 500 %. Fait que, oui, on a de la compétition en Asie, mais la demande est tellement, tellement, tellement plus élevée que qu'est-ce que les manufacturiers peuvent offrir présentement à cause de la conjoncture de tout ce qui est environnemental, qui est un mouvement mondial. Mais oui, on a de la compétition, mais c'est plus la capacité de production. Donc, moi, j'ai une demande peut-être, je dis n'importe quoi, 10 fois plus grande de ce que je peux produire. Donc, il y a de la place pour tout le monde présentement. Est-ce que ça a toujours été le cas d'avoir une si grande demande ou c'est récent depuis quelques années? Bien, c'est récent justement avec le mouvement écologique, le mouvement vert mondial, que partout, partout qu'il y a un produit, je cherche le mot en français, le single service, là, quelque chose qu'on utilise juste une fois et qu'on met aux poubelles. Bien là, présentement, ils veulent partout dans le monde, il y a le bannissement, fait qu'ils veulent tout remplacer ça par un produit de papier, allant du sac, allant de la paille, allant du contenant en plastique, partout. Les pays, les provinces, les villes embarquent dans ce mouvement-là, puis ils se donnent un laps de temps qui est beaucoup trop court pour convertir tout ce qui est en plastique dans l'emballage vers le papier. Ça fait que ouais.
Comment faites-vous pour répondre à la demande? J'imagine que vous avez automatisé les usines. Ben, c'était le but de la nouvelle usine, l'implantation de la nouvelle usine avec l'investissement qu'on a fait, l'implantation des nouvelles machines. Il n'y a pas de secret, on achète de la machinerie, on engage du monde, on essaye d'augmenter notre capacité de production. C'est pas mal ça. Mais oui, la nouvelle usine, c'est 2.0. Là, on est dans la phase 1. On s'en va vers la phase 2. On veut automatiser. On veut améliorer le processus de production, juste la production du sac, aller jusque dans l'expédition du produit chez notre client. Donc là, on n'envisage pas un ralentissement de la croissance, là. Ça risque de continuer pour les prochaines années. Oui. Je pense qu'on est dans un cycle. Il y a eu le cycle du plastique qui est revenu dans les années, je ne me souviens plus, peut-être fin 80, début 90. Il y avait des lobbying qui disaient que le papier, on coupait des arbres à blanc, la déforestation. Là, on est dans le mouvement contraire que dans un produit en plastique, il y a pétrochimique, il y a beaucoup de produits chimiques. Fait qu'on est revenu au papier, puis de plus en plus, le domaine du papier, les moulins de papier, producteurs de papier, on est plus dans une optique de papier recyclé. Donc, il y a un pourcentage de papier recyclé qui est dans nos sacs. Des fois, c'est 100%, des fois, c'est 60-40. Donc, de la coupe d'arbre, de la matière vierge, on en utilise de moins en moins. Donc, le sac qu'on remet au recyclage, retourne au moulin pour un repulpage, puis il revient chez nous pour qu'on refasse des sacs avec. C'est tout à fait, c'est très intéressant. Oui, l'économie circulaire, oui, absolument. On parle là, de croissance à l'international, donc vous exportez? Sur oui, quel territoire? Oui, on exporte principalement aux États-Unis. Je te dirais que le plus gros volume d'exportation est aux États-Unis. Puis dans les dernières années, on a commencé à explorer de nouveaux marchés. L'Europe, le nord de l'Afrique. Ça fait drôle à dire d'envoyer des sacs de l'autre bord de l'océan, mais au niveau des coûts, c'est pratiquement pareil, moi, envoyer un sac dans l'État de New York, dans le coin de Chicago, que de l'envoyer en Espagne, au Portugal, en France ou au Maroc, au nord de l'Afrique. On a développé là, ces marchés-là dernièrement. Donc, c'est possible de rester compétitif en payant les coûts de transport pour aller sur des marchés plus loin un peu, là. Oui, absolument. C'est sûr qu'avec nos exportations aux États-Unis, c'est du transport terrestre, c'est des camions, des vannes qui vont là. Vers l'Europe, c'est par bateau, par container. Les coûts sont relativement les mêmes à cause du volume de containers qu'on peut mettre sur un bateau. Fait que oui, on reste compétitif, mais encore là, c'est la demande. Je veux dire, les gens cherchent des sacs en papier, des compagnies, des grandes marques cherchent des sacs en papier. Tu sais, du jour au lendemain, tu as un Walmart dans le nord de l'Amérique qui a je ne sais pas combien de succursales, 25 000, 50 000 Walmart en Amérique du Nord. Et puis, du jour au lendemain, les États, les villes disent à ces grands-là, on vous donne 1 an pour faire votre transition vers le sac de papier. Au bout du compte, on parle de centaines de millions, ce n'est pas des milliards de sacs de papier, donc ça ne se fait pas en cliquant des doigts. Donc là, j'imagine le démarchage de nouveaux marchés se fait un peu tout seul, là. Est-ce que les gens vous appellent? Oui, absolument. Je te dirais que notre meilleur vendeur, on est en 2021, on s'en va en 2022. Mon meilleur vendeur, c'est notre site Internet. C'était pas comme ça il y avait 10 ans. On avait la manière classique. On avait des vendeurs qui allaient solliciter notre réseau de distribution, aller voir des grandes chaînes, les approcher. À cette heure, j'ai pratiquement plus de vendeurs. On reçoit des courriels de partout dans le monde. Avec des demandes de sacs en papier. Fait que c'est du monde qui Google aux États-Unis, en Europe, partout, qui Google sacs en papier en français, paper bags manufacturiers, et puis Frontenac sort dans ce lot-là. Et puis c'est comme ça qu'on est approché principalement là, depuis plusieurs années. Je ne sais pas si c'est toi qui t'as occupé de ça, là, mais pour le référencement du site Web sur les marchés éloignés, j'imagine que tu dois avoir une stratégie. C'est drôle, j'ai eu une rencontre dernièrement avec les personnes qui s'occupent de notre web et un peu de notre marketing.
on n'a jamais fait de la publicité ciblée, exemple, comme je sais qui se fait sur Google, exemple. Bon, ben je cible l'État du Texas et pendant un mois de temps au Texas, si tu tapes sac de papier craft paper bag en anglais, mais là, moi, je vais avoir payé pour sortir en premier. Mais à cause que le monde clique, à cause que le monde font la recherche et que ces mots-là reviennent, seul Frontenac se positionne déjà en premier tout seul. En tout cas, je ne le sais pas, mais je pense que c'est ça qui arrive. Puis les clients de Sac Frontenac, c'est qui? C'est des grosses épiceries? En fait, on a un réseau de distribution. Donc, nous, on ne vend pas directement aux restaurants, aux boutiques. On passe avec un réseau de distribution. Fait qu'eux achètent en grande quantité et puis redistribuent nos produits aux restaurants, aux boutiques, aux boulangeries. Comment ça marche un réseau de distribution? Dans le fond, vous avez négocié une entente ensemble ou à chaque fois, vous renégociez le prix? Ben, c'est sûr qu'on a des prix de base. Les prix varient selon souvent le volume. Donc, le plus petit distributeur va sûrement payer ses sacs un peu plus cher que celui qui m'en achète à grand volume. Et puis après ça, ben, la chaîne de distribution, moi, un coup que le sac est parti et vendu de notre entrepôt, ben, à cette heure, ben, c'est les distributeurs que eux prennent leur marge et puis avec le camion vont distribuer nos produits là, dans les chaînes de restaurants. Est-ce qu'ils s'occupent des frais de transport puis des assurances pour les exportations? Il y a plusieurs termes qu'on travaille. On travaille avec des termes. Il y a des compagnies qui aiment mieux, qui ont le camion, ils aiment mieux faire un ramassage, un pick-up à nos usines. On travaille avec des termes FOB, ce qui veut dire Freight on Board. Puis il y a d'autres compagnies qui aiment mieux qu'on aille livrer nos produits. Tu sais, j'ai des runs qui vont à Toronto à toutes les semaines. J'ai des runs qui vont aux États-Unis, sur la côte Est à toutes les semaines. J'ai des containers qui partent à chaque mois vers l'Europe. C'est différents termes qu'on travaille. Des fois, le transport est inclus dans le produit. Des fois, le transport est mis en sus sur la facture. Fait il y a différents termes qu'on travaille. Ça prend quand même une équipe forte qui sait compter. Oui, absolument. Compter dans les soumissions. Ah non, faut pas. Tout est compté à la scène près. Et puis, quand on travaille sur des termes de pick-up, des fois, on donne un escompte au client vu qu'on n'a pas besoin de payer le transport. Mais oui, on a une équipe qui est aux exportations, qui est au transport. J'ai quelqu'un à temps plein là-dessus. Puis, ça roule. Sac Frontenac, c'est une équipe de combien de personnes? Je pense qu'on doit être rendu entre 80 et 90 employés. Puis, c'est quoi le plus grand défi actuellement? Parce qu'on parle beaucoup de main-d'œuvre. Est-ce que c'est le cas pour vous autres aussi? Ah, c'est pas plus vert c'est pas plus vert chez le voisin. C'est l'enjeu présentement. C'est d'attirer c'est d'attirer la nouvelle génération, ceux qui s'en viennent sur le marché du travail. C'est d'avoir du monde qui veulent rester, qui veulent s'investir dans la compagnie. C'est d'essayer de grossir le noyau de Frontenac. C'est l'enjeu présentement. C'est l'enjeu pour tout le monde. Est-ce que c'est un plus gros enjeu que l'enjeu d'être productif puis d'être capable de le livrer pour la demande? Ah, c'est quoi qui t'empêche le plus de dormir le soir? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Écoute, je dis toujours, c'est bien beau acheter de la machinerie, puis, mais si j'ai personne pour opérer la machine, moi, la machine que j'ai achetée X montant, puis elle dort sur le plancher, elle ne produit pas, ça me prend un être humain pour la faire marcher, cette machine-là. C'est sûr que l'enjeu est autant, comme je dis, c'est bien beau acheter des millions et des millions de dollars de machinerie, mais si j'ai personne qui vient les opérer, je veux dire, la personne devient aussi importante que mon investissement que j'ai fait. Oui, l'enjeu, c'est toujours d'amener du monde à travailler chez Frontenac. Ça va bien. Je pense qu'on offre des bonnes conditions de travail. Avec la nouvelle usine, on a un super de bel environnement. On a quelqu'un qui est aux ressources humaines à temps plein. On a implanté un gymnase à la nouvelle usine. Les employés peuvent s'entraîner gratuitement. On fonctionne aussi. On a essayé ça. On s'est inspiré un petit peu de l'Europe. On a essayé
on travaille sur un chiffre de 4 jours à la nouvelle usine. Ah, Donc, les gens travaillent du lundi au jeudi, c'est des journées de 10 heures, et puis c'est le long week-end de 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche, on congé. On essaye ça, certains trouvent que c'est exceptionnel, d'autres que peut-être c'est plus dur, peut-être des familles qui ont des enfants, peut-être faire avec la garderie, des trucs comme ça, là, mais on essaye ça, puis jusqu'à date, ben, ça va bien. oui, il y a un mouvement, hein. Les gens veulent avoir un peu plus de temps pour eux. Est-ce Ouais. que la pandémie vous a affecté chez vous? Oui, elle a affecté, oui. Oui, ça nous a affecté. Nous, on faisait partie des services essentiels parce qu'on fournit des sacs aux épiceries, on fournit des sacs aux hôpitaux, aux pharmacies. Donc, on a pu continuer, mais comme toute entreprise qui continue durant la COVID, notre production a peut-être diminué, là, je ne sais pas, là, de 20-25%. Et puis, ben, comme tout le monde, tu avais un employé qui allait se faire tester à cause de son enfant à l'école. Fait qu'on arrêtait des lignes de production. Je pense qu'on a même arrêté, on a même stoppé le chiffre de nuit à l'usine au Cap-de-la-Madeleine pendant Ah quelques oui. semaines. Là. Donc, oui, ça a été un enjeu. Ça a été un enjeu. Et puis, on a juste hâte de revenir vraiment, là, comme tout le monde, je pense, à une vie normale. Là, puis, que ce soit comme avant dans les usines. Comment vois-tu l'avenir pour Sac-Frontenac? Où est-ce que vous allez être dans 5 ans, selon toi? Dans 5 ans, mais on continue de s'occuper du projet d'agrandissement qu'on est en train de faire. On a une phase 2 qui s'en vient en 2022. On a d'autres machines qui s'en viennent. On développe des nouveaux produits. On veut continuer à développer des nouveaux marchés comme l'Europe, qui est vraiment intéressant. Peut-être d'autres régions aux États-Unis. Fait que c'est vraiment, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année, l'investissement de la nouvelle usine, bien l'implanter, bien la rentabiliser. Ça va être ça pour les 5 prochaines années. Mais j'ai une question. Tu parles de développer peut-être de nouveaux États aux États-Unis. Là. Comment est-ce que vous vous prenez, là, vous autres, pour développer un nouveau marché? Ben, tu sais, on a tellement on a une base de données qu'on se fait depuis 3, 4, 5 ans. J'ai déjà les demandes pour ces marchés-là. C'est juste que j'ai pas la capacité pour les développer. Donc, quand on va augmenter notre capacité de production à la nouvelle usine, ben, je vais aller voir ces nouveaux marchés-là et puis on va aller voir les contacts, les demandes qu'on a eues dans les dernières années dans ces marchés-là. Et puis, je saute dans la voiture, dans l'avion, je mets mon kit de vendeur, puis on va voir ces clients-là, puis on signe des ententes. Ben, c'est un peu l'usine de rêve, hein? Quand tout le monde nous veut, là, puis qu'on choisit un peu où est-ce qu'on va, c'est quand même c'est exceptionnel. Là. Oui, c'est exceptionnel, mais des fois, j'ai cette discussion-là souvent au téléphone. J'ai une grosse compagnie aux États-Unis qui nous appelle puis qui nous fait une demande, puis qu'on est obligé de leur dire non, puis ils disent vous êtes chanceux d'être dans cette situation-là, mais j'ai quand même des frustrations à chaque jour de personnes qui veulent développer, qui veulent faire affaire avec toi, puis que tu leur dis non au bout du compte, on peut pas, puis ils ont de la misère à se figurer, voyons, je veux t'amener de la business, je veux te donner une part de marché, puis tu me dis non, mais je suis pas capable, Gérer une croissance, des fois on dit que c'est aussi dur que de gérer une décroissance, mais je confirme que ça l'est. Là, si je comprends bien, les 3 usines sont vraiment à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. C'est Oui, bien ça? oui. Donc, est-ce que tu vois qu'éventuellement, vous allez pouvoir voir une usine aux États-Unis ou ailleurs au Québec? Ouf, là, tu t'es rendu plus loin que moi, là. OK. T'es rendu plus loin que moi. On ne sait jamais, oui, ça peut, c'est quelque chose qui est envisageable d'avoir une usine aux États-Unis parce que, tu sais, comme je te le disais, on a vraiment une part de marché aux États-Unis. On a un volume de production qui s'en va là-bas. Avoir une usine aux États-Unis, c'est pas impossible. Ça coupe les frais, je suis plus proche d'un marché. Dans les 5 prochaines années, peut-être pas, mais après, ben, on verra. Tu me parlais tantôt un peu de produits innovants là, que vous êtes en train de travailler. Est-ce que tu as une équipe d'innovation chez vous? Ben, une équipe, oui et non. On est en train il y a un produit qui est le fun chez nous qu'on est en train de développer avec une compagnie de chimie sur la rive sud de Montréal. Souvent, il y a gros des produits de papier qui sont laminés avec du plastique, un plastique très, très, très mince là, qui est invisible à l'œil. Donc, les gens ne le sachant pas,
vont mettre ce contenant-là à la récupération, mais ce contenant-là ne va pas à la récupération. Allant de la pinte de lait à un contenant de goût en carton, ben, la pinte de lait, il y a plein de... Puis, ce pas des produits qu'on fait, là, mais la pinte de lait, elle a plein de laminations de plastique. Oui. Donc, c'est impossible au centre de tri de séparer le plastique avec le carton, encore moins au centre de repulpage des moulins de papier. Donc, nous, on a certains sacs qui avaient une lamination en plastique. On est en train de remplacer ça avec un enduit liquide à base d'eau et d'amidon de maïs. Ah, OK. On va être capable de faire une barrière qui va résister à l'humidité, à l'eau, à certaines capacités d'eau, là, à des fluides. Je pense, exemple, à des sacs à compost là, qu'on commence à avoir une demande. Ça s'en vient dans les municipalités. Le Bac Brun, on est en train de développer un sac qui va avoir une barrière et puis qui va être récupérable, même compostable. C'est des produits qu'on travaille là, pour 2022. C'est l'éventail là, qu'on peut explorer là, d'autres produits chez Frontenac dans les prochaines années. C'est vraiment intéressant. Toi, là, qu'est-ce que tu aimes le plus en étant gestionnaire? Là? C'est quoi qui te fait lever le matin? Là? Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Ben, j'aime, nous autres, c'est une entreprise familiale. Hein? C'est mon père qui a bâti ça. Puis, on a ça tatoué sur le cœur. Fait que moi, me lever le matin, bref, premièrement, dans la vie, je ne travaille pas. Je m'en viens m'amuser sur mon terrain de jeu qui est une usine. Puis, juste voir notre monde heureux, juste voir nos employés, essayer de s'épanouir, essayer de les faire évoluer au sein de l'entreprise. Au bout du compte, on ne sauve pas des vies. On fait des sacs en papier, on gagne notre vie avec ça, on fait vivre des familles. Puis, je pense que ce qui me drive, je pense que oui, c'est de voir évoluer mon entreprise, tout ce qu'on vient de parler, mais voir le monde venir travailler chez nous puis qui sont fiers de travailler pour Sac-Frontenac, puis rayonner dans la région de Trois-Rivières, de la Mauricie, je pense que ça me drive au quotidien. Dernière question, est-ce que ton père vient encore des fois à l'usine? Ah, bon, oui. Mon père vient de fêter. Mon père, c'est le fondateur, puis c'est encore le président chez nous, fondé avec ma mère, Lorraine. Et puis, oui, Jacques vient dans les usines. Jacques a encore son bureau à l'usine au Cap-de-la-Madeleine. Jacques va voir les clients et puis Jacques tire encore les rênes puis il vient voir si on fait bien notre job. C'est encore lui le grand boss. Bon succès, c'est vraiment... merci, c'est vraiment apprécié. C'est une belle rencontre, belle discussion. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci, bye-bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série à l'endroit où vous écoutez vos balados, incluant Google Podcasts, Apple et Spotify. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci à Desjardins, partenaire de l'événement Exportateur Étoile 2021. Cette série spéciale du balado Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. Bravo aux lauréats et merci aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. Le balado régulier Les Exportants sera de retour la semaine prochaine. Le prochain épisode de la série spéciale reviendra dans 2 semaines et ainsi de suite, en alternance tant qu'il y aura des lauréats. Merci d'avoir écouté Les Exportants, série spéciale Exportateur Étoile 2021. À bientôt!